Sometimes even just the small fact of using a word, I feel like is also just so healing, saying it out loud, and sometimes you can feel so much like the connection with everything, with your, your ancestors, your community, your family, and just people who are also there by your side, using the language as well. It's healing on so many different levels, and I think it's just so important. In recent years, the vitality of Indigenous languages has become an important priority for the nations of Quebec. Various revitalization and transmission projects are taking shape and are being implemented in communities and in urban areas, with the aim of making accessible the learning of Indigenous languages. This event was organized by the Indigenous component of the Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse de Québec in collaboration with Fourth Space. The Indigenous component of the Chaire-réseau is a work platform bringing together co-researchers, Indigenous organizations, and young people in order to collaboratively carry out work aimed at improving the well-being of Indigenous youth in Quebec. The podcast highlights several themes that were brought forward by young people in the context of past field research and focuses on the perspective of youth and the vitality and transmission of Indigenous languages today. The podcast takes place in both English and French. Thanks for listening. We would like to begin by acknowledging that Concordia University is located on unceded Indigenous lands. The Kiyunkahaga Nation is recognized as the custodians of the lands and waters on which we gather today. And Tiohtià:ke, Montreal, is historically known as a gathering place for many First Nations. And today it is a home to a diverse population of Indigenous and other peoples. And we respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier enregistrement podcast pour la CRJ. Donc, je m'appelle Véronique Picard, je suis de la Nation Huron-Wendat et je suis coordonnatrice de la Chaire-réseau jeunesse. Je vais me présenter avec ma collègue Alicia. Welcome everybody. My name is Alicia. I'm the research assistant for the Youth Research Chair. I'm Kanien'kehá:ka. My family's from the community of Kahnawake, as well as I'm Chilean. And I'm honored to be alongside, all of you today to kind of have these conversations and talk about language, which is just so important. And I'm excited to get into it. Et puis, juste pour spécifier, la conversation va se tenir en français et en anglais, donc un peu à l'image aussi de nos communautés au Québec, donc francophones, anglophones, et aussi dans le contexte particulièrement de langue autochtone. Donc, je vais vous mettre en contexte avant de présenter nos invités qui vont être avec nous aujourd'hui. Le volet autochtone de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. Donc, la CRJ, c'est une plateforme de travail qui réunit des co-chercheurs, des organismes autochtones et des jeunes autochtones qui travaillent de concert pour le mieux-être des jeunes autochtones au Québec. Donc, les recherches qui sont priorisées dans le cadre de ce volet-là sont spécifiquement liées aux besoins identifiés par les organismes représentants ou par les jeunes. Et la protection des langues, c'est nommé comme étant prioritaire à l'épanouissement identitaire et culturel des jeunes au sein de la stratégie d'action jeunesse autochtone 2017-2022. Donc ça, c'est un outil qui a été mis en œuvre par des jeunes autochtones au Québec, motivés par la prise en charge de leur avenir. Donc il y a plusieurs projets de revitalisation et de transmission qui sont implantés dans les communautés, mais aussi en milieu urbain, pour rendre accessible et encadrer l'apprentissage de la langue. Pour certaines nations, ces initiatives-là visent vraiment à faire renaître ou assurer la survie d'une langue. Et pour d'autres nations, c'est vraiment plus pour le rayonnement de ces langues-là. Donc, il y a certains projets de revitalisation qui sont en lien avec une réintroduction des langues qui sont décrites comme endormies et qui doivent être réveillées par les nations concernées. Donc, à l'ère de discours entourant la réconciliation, la revendication des droits des peuples autochtones et dans le contexte de modernité et de réveil identitaire, la question des langues autochtones, c'est vraiment une priorisation qui a été faite par les jeunes autochtones. Et dans ce podcast-là, en fait, on va s'attarder spécifiquement sur la perspective puis l'expérience des jeunes autochtones face à la vitalité et à la transmission des langues. On va vous présenter certaines citations qui ont été transmises lors d'entrevues dans le passé avec des jeunes, puis nos invités vont les mettre en perspective, les mettre en valeur en fonction plus particulièrement de leur propre expérience. Donc, on a décidé d'analyser, de présenter
ces résultats-là, c'est en fait ce que les jeunes nous ont raconté. On a décidé de les présenter de façon podcast pour les rendre tangibles, accessibles. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on rend la recherche la plus réciproque, la plus interactive possible. Donc, c'est important de noter qu'en tant que jeune autochtone en 2021, on évolue dans des mondes différents qui sont parfois contradictoires. Ce qui est vécu peut souvent paraître comme étant un frein aux pratiques culturelles, aux pratiques linguistiques autochtones, un frein pour vivre notre identité pleinement. Donc, avec nous ce matin, je vais passer la parole avec ma voix qui casse. On a la chance d'avoir deux invités qui vont nous accompagner dans nos réflexions, plus spécifiquement sur la relation qu'ils entretiennent eux-mêmes avec leur langue et l'impact que ça peut avoir sur leur identité, sur leur mieux-être, sur leur apprentissage. Donc, on a avec nous Carole Bérubé-Terrien, qui est Innu de Matimica-John, et puis Emilio Owati, qui est Anishinaabe de Barrière Lake et Kitikanazibi. Donc, je vais vous laisser la parole pour vous présenter. Peut-être Emilio en premier. Hey everyone, my name is Emilio Owati. As she stated, I'm 30 years old. I was in my last year of my music studies, but I will be doing an extra year here at Concordia to finish off a double major in FPST. I'm a musician, and I've been doing a lot of work and research, and also like trying to incorporate language into my compositions. I believe that it's very important to incorporate these aspects and to kind of put it out there into the world so that the next generations could hear it and be inspired to work in that direction as well. I listen to a lot of Cashton too, so it's kind of inspiring for me. I'll pass it to Carol. Kwekwe, mon nom est Carole. Comme Véronique l'a dit, je suis Innu de Matimica-John, mais j'ai pas grandi là. J'ai grandi en fait à Forestville et ensuite à Sept-Îles. J'ai pas grandi dans le contexte de ma culture ni de ma langue, mais ça a été un peu un cheminement que je continue de faire des petits pas vers la langue aussi. Donc, j'ai pas grandi en parlant l'Innu. Je le parle pas encore aujourd'hui, mais bon, c'est encore un petit combat constant. Sinon, j'ai 29 ans. Je suis encore une jeune, donc très heureuse de l'être. J'ai travaillé dans le contexte des langues autochtones aussi pendant quelques années pour le Centre d'amitié autochtone de Montréal Autochtone. Merci Carole, merci Emilio. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, je pense que c'est important de comprendre, pour ceux qui ne savent pas, la situation des langues autochtones au Canada puis au Québec. Au Canada, il y a plusieurs langues autochtones qui sont maintenant considérées comme étant en danger. Dans certains cas, il reste que très peu de locuteurs pour transmettre la langue à la prochaine génération. Donc, en chiffres, selon Statistique Canada, en 2016, 15,6% de la population autochtone a déclaré pouvoir soutenir une conversation dans une langue autochtone. Seulement 12,5% de la population autochtone a déclaré avoir une langue maternelle autochtone, soit en réponse unique ou souvent c'était combiné avec le français ou l'anglais. Au Québec spécifiquement, il y a 20,9% des Autochtones qui parlent leur langue, et que la tendance soit quand même au déclin. C'est ce qu'on observe aussi partout au Canada. Parmi les 11 nations au Québec, on retrouve l'Inuktitut, la Benaki, l'Anishinaabe-Moon, l'Inuaimun, l'Atikamekw, le Cri, le Mi'kmaq, le Naskapi, le Wendat et le Ganinga. Parmi celles-ci, ce sont l'Inuaimun, le Cri-Iu, l'Inuktitut et l'Atikamekw qui sont le plus parlés sur le territoire. Pour les jeunes, je pense que c'est quand même un sentiment qui est partagé, le sentiment d'urgence d'agir, cette responsabilité qui vient avec l'assurance, en fait, de la survivance de la langue. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est penché sur la question. On est allé à la rencontre de plusieurs jeunes des Premières Nations du Québec pour discuter de façon individuelle et en groupe sur leur vision, sur leurs perspectives. Et que leur langue autochtone, en fait, soit leur première langue, qu'ils soient en processus d'apprentissage ou de réappropriation. Il y a quand même des thématiques similaires qui sont ressorties de ces entrevues-là. Donc, on va toujours parler, en fait, d'identité, que ce soit positif ou négatif, de fierté, de sentiment d'imposteur, de mieux-être, de responsabilité ou de fardeau, dépendamment du point de vue, de territoire, nécessairement, et de transmission. Souvent, les langues sont priorisées dans les projets de revitalisation des langues autochtones. Ils laissent peu de place à une compréhension qui est pleine, qui est exhaustive de la situation actuelle des langues autochtones. Donc, c'est une situation qui est complexe. Les propos amenés par les jeunes, ils soulèvent vraiment cette complexité-là. Donc, la première thématique qui est revenue souvent, c'était au niveau de l'identité. En fait, ça se retrouve là de façon
complémentaire dans toutes nos conversations. Celle-ci est affectée positivement ou négativement en fonction de plusieurs facteurs, dont la mixité, le métissage, grandir en ville, grandir en communauté. La maîtrise ou non de la langue, c'est un facteur hyper important. De la même façon, la connexion ou l'absence de connexion semble vraiment jouer un rôle dans la relation que les jeunes autochtones entretiennent avec leur langue. Donc, je vais laisser la parole à Carole et Emilio de discuter de tout ça, et Alicia, en fait, pourra aussi compléter. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler, Emilio en premier, en 4-5 minutes, de vous, de raconter votre histoire, votre relation personnelle avec votre langue, et un peu juste parler, en fait, dans le contexte de vous en tant que jeune aujourd'hui? Well, I still speak most of my language, understand most of it. My cookum speaks to me. She speaks to me in Anishinaabe, and there's times where I don't even realize that she's speaking to me in the language because it's just how it is. I went to school a bit later on. I didn't go to daycare and stuff like that. I lived with my cookum and my chum. They raised me in the bush. And some of my earliest memories are being with my grandparents, with my cookum at summer camps where she was working, teaching the culture, doing cultural activities, or with my grandfather through the winters while he was trapping, and we'd go on hunting trips. And he was still a trapper at the time in the early 90s. He was still able to make a living through the winter. When I look back on things, I realize how much we were surrounded by the language, because when I moved to Val-d'Or, I remember we were in the same class as grade 5 and 6, and me and my cousins were all there, and several other Anishinaabe students. And I remember in particular this year, the teachers got mad at us and they told us to stop speaking Indian. We didn't tell our cookum and our chum until like years later when we were teenagers, and looking back on it, it was pretty messed up. Right, like we didn't know. We had heard about the schools that they used to go to. They just called them schools and stuff. We used to go to hockey tournaments towards Amos, and every time we'd pass by St. Marc de Figueres, they'd point at this old building and say that's where they all went to school, and it was the residential school that a lot of people had gone to from my cookum's generation, and they were really mad. They were like, "What is this residential school all over again?" We were living in town, right? My mom had lived through, she had went to Indian day school and whatnot. And so, to think that still in the last 20 years, they were telling students not to speak their Indigenous language in class. And I think that also stems from settler insecurity, because there's an insecurity when they see Indians laughing, right? And they think that they're laughing at them. Really, we're just having a laugh between ourselves. Maybe sometimes we're laughing at them too, but as the years went on, into my teenage years, I became very occupied with like hockey and just life, right? And I kind of lost sight of all that. I stopped going to the bush, and before I knew it, like I was forgetting words, and like there were things my mom would tell me and my cookum, and I wouldn't understand. I think there was both a realization for myself and then for my mom, my cookum. Like there was things that were lacking at home. Of course, there was a lot of other things that were happening too, right? So there was a lot of struggling. But later on, later on in my teen years, into my 20s, is when I really bounced back and went to go live with my grandparents in Kitigan-Zibi, and then I started learning with them and started practicing more. I just became more involved in it because I realized that's what was missing in my life. I was struggling a lot with drugs and alcohol, and has really helped me connect with my environment when I go out into the bush. And there's ways that we speak in town. It's a reality for many nations. When you speak the language in the context of like being in town, and the words we use, it's not the same as what we would use when we're out in the bush. The details of everything, like from when like the sun is like glistening on the snow on a certain type of, what I mean? Like there's all kinds of, it's very descriptive, and things I've noticed, like of course our languages have had to adapt. I've seen like the language try to adapt from translating something directly from a word in English or French into the language. And I think a lot of us have come to know that it's
not really working this way because people are retaining things and the structure and everything is being disrupted by colonial influences, essentially Eurocentric influences, the grammatical structure, and words in the language are usually to describe something, what they do or what is it they are, like their essence and their being, and as opposed to just translating something directly from a colonial language. It's like, what does it do? What is it for? You know, what is its capacity? And those are some of the details that are missing when we're working on trying to adapt the language to new challenges, I guess you could say. But something that I've been learning is that when we're learning and teaching the language, we have this tendency to translate things directly and use full words. And but I think one of the realities is that we have to get back to is understanding that the languages are sound based and each vowel, each syllable has its meaning, right? And I'm still working on it to understand, and because it's something that's not really as looked at in some areas, but there are various indigenous linguist pedagogies that understand this. It's a very, I don't want to say a traditional approach, but it's the root of understanding that each sound has a meaning, and when you put these sounds together, it creates a fuller meaning, I guess you could say. But back home, the language is still spoken amongst a lot of elders and a lot of adults. There are how would you say, language programs and whatnot, but there definitely is a struggle because kids have to leave the community, especially in Rapid Lake. They have to go either to Kitigan-Zibi or Maniwaki or Val-d'Or, and this is usually what ends up kind of creating that same situation that I was in, where we end up having a little bit of a disconnect if we don't go back home enough, and then if we're not around the language. That's the one thing, is that when you're not around the language enough or even at all, like it's almost hard to retain things or to practice things, because it's like it's also an oral thing, right? We could read things off the paper and stuff, but when you hear things, you really like start to understand the pronunciations and the nuances of things, right? And so, especially for languages that have gone almost nearly extinct, like it's about reviving the way it would have been spoken 100 years ago by language speakers, and understanding the grammatical constructs. Let's say Wendat, for example, turning to Mohawk. They're very similar in the constructs, and when you hear it, and even from when I was reading in the Jesuit archives, I was able to see like which one was more Ganyageha or which one was a little bit more Wendat, and even telling the differences between the Algonquian languages within the Jesuit like documentation. There's I think there's a lot to be had in reviving a language like that. Through looking at the relatives. It's like if we Anishinaabes were to turn to the Ojibways or the Atikamekw, Cree and Innu are similar in a way, but it's not as close to our dialect in, let's say, Rapid Lake. And I'm talking about nation to nation, not community to community, right? And so understanding these linguistic relationships could be the key of reviving languages and understanding and pronunciation. And we hear the differences too when a nation is more influenced colonially by the French or the English, right? And the pronunciations, you could hear it in the R's, you could hear it in the different aspects of the phonetics of the language. So yeah, I'm not like a linguist or anything. I'm not a like professional or anything like that. I've spent a lot of time around different language speakers. I really started to, I guess, embrace or kind of see things differently when I moved here and started hearing like Atikamekw and Innu and like the different dialects of Innu, and then like it's just funny because like it's so far spread across, like as I say, the northern back of Turtle Island, but like it's amazing because if there's the slight changes and nuances of the dialects, you could understand people from the East Coast all the way to the Rocky Mountains. And so it just goes to show like how far languages were spread and peoples, and the relationship between nations and from everyone across Turtle Island. And so Thank you. That's all I got for now. Carole, je ne sais pas si tu voudrais rajouter là-dessus, en plus parler un peu plus spécifiquement de toi, ta relation avec ta langue. Oui, relation avec ma langue, ça part, je pense, avant tout relation avec ma famille.
je pense, je pars depuis le début de mon histoire. Quand j'étais enfant, ma mère, elle a jamais grandi avec sa culture. Elle a été adoptée quand elle avait 2 ans. Fait qu'elle est partie de Matsumekouche pour aller à cette île se faire adopter, pour après aller à Forestville. Donc, moi, je suis née à Forestville des années plus tard. Et en fait, elle était toute seule, disons, de sa branche, de sa génération à être à Forestville. Fait que c'était un peu la seule aussi autochtone du village. Donc, elle se faisait un peu niaiser là-dessus aussi. Disons, pas mal, beaucoup. Puis, c'est quelque chose qu'elle nous a caché aussi longtemps, qu'elle voulait pas aborder parce que elle-même, je pense que le niveau identitaire, c'était difficile. Puis, finalement, quand que j'ai eu environ 10 ans, elle est partie vivre dans le Nord, retourner, elle a trouvé en fait sa mère biologique, sa famille, ses sœurs, ses frères, puis elle est allée vivre avec eux dans le Nord. Fait que nous, on est allés en famille d'accueil avec mes 3 frères. Puis, des années plus tard, j'ai compris en fait où ce qu'elle était Innu, que moi aussi, que mes frères aussi. Je pense que pour eux, ça a été, c'est là encore difficile. C'est quelque chose qu'ils veulent pas aborder. De mon côté, j'ai un peu, disons, embrace it. Là. Je me suis dit bon, ben regarde, c'est pas parce qu'on a des failles quelque part que moi je vais la garder aussi. Fait que j'ai fait un travail de reconnecter aussi avec ma famille dans le Nord. Fait que parler à ma grand-mère, mes tantes, mes cousins. C'est plus facile aussi que Facebook parce que je peux voir tout ce qu'ils font parce qu'ils sont vraiment actifs sur Facebook. Fait que j'ai l'impression de garder vraiment un lien avec eux. Puis ça m'a amené après ça à aller vers la langue quand j'ai été premièrement chez Montréal Autochtone comme animatrice communautaire où ce que je me sentais tellement d'un rôle d'imposteur, pas de bon sens. On m'a dit oui, toi tu vas enseigner la culture genre à plein de monde qui eux savent pas. Tu sais, ben, moi non plus. Fait que j'ai appris autant des gens qui venaient aux craft circles que j'ai pu partager après ça ces connaissances là avec d'autres qui venaient. Fait que c'était vraiment comme un lieu de personne est gêné du fait qu'on sait pas. T'sais, on est là pour apprendre puis essayer de faire survivre ces arts-là. Puis après ça, j'ai migré vers le programme des langues où c'était la même chose. Je veux dire, au début, je me suis dit, ben non, je peux pas faire ça, je parle pas Innu, je vais avoir l'air de quoi, d'être coordonnatrice de ça. Puis finalement, je me suis dit, ben non, mais on n'a pas besoin de parler la langue nécessairement, mais juste d'avoir l'intérêt puis de supporter ceux qui parlent, en fait. Puis encourager ceux qui ne parlent pas à venir l'apprendre. Puis ça a été vraiment 2 ans d'apprentissage là-dedans aussi, de me dire, c'est quoi la manière d'apprendre une langue autochtone? Est-ce que c'est d'être assis en classe, tout sur un petit banc, regardant le prof écrire au tableau avec une craie, puis apprendre la grammaire au début, tu sais, j'étais comme à quel point que c'est une méthode qui fait aucun sens avec la tradition puis les millénaires d'être dans le bois puis d'apprendre la langue par rapport à tiens, ça c'est un arbre, c'est lequel, qu'est-ce qu'il fait, à quoi il nous sert, le toucher, le sentir, tu sais. Tous les liens étaient déconnectés, puis c'était juste d'apprendre la méthode la plus coloniale possible. Fait qu'avec certains profs, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut changer le système? Comment est-ce qu'on peut rendre ça plus autochtone tout en étant en milieu urbain, en ville, dans un bâtiment carré avec des fenêtres. Fait que c'était vraiment d'y aller par des activités. On a fait des projets aussi d'enregistrement parce que la langue écrite puis entendue, c'est pas du tout pareil, puis dépendamment des dialectes aussi. Fait que comment essayer de se rapprocher plus à essayer de le parler à place d'essayer de l'écrire. T'sais. Qu'est-ce qui va être le plus utile si vous voulez communiquer avec des amis, de la famille, c'est d'apprendre à le prononcer comme il faut puis de l'entendre aussi. T'sais. Fait que c'était d'y aller plutôt à une méthode à l'envers, faire des sorties extérieures aussi, puis d'y aller par le fun. Ce qui marchait bien, je pense, c'était dans les cours de Myriam Tirnish, là, que c'était le bingo en Innu, là. Là, t'as jamais vu du monde motivé autant à apprendre les chiffres puis à vouloir les pratiquer, là. Ça, c'était vraiment cool. Fait que ça m'a amené aussi à me dire, bon, ben, peut-être que moi aussi, je suis capable d'apprendre, tu sais. Fait que j'ai fait des cours, puis j'ai pu l'expérimenter. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui est très scolaire dans la vie, là. J'ai été à l'université 2 fois, puis ça fonctionne pas. Je suis pas capable d'écouter quelqu'un parler pendant 2 heures, après ça, faire des lectures, puis comme essayer de tout absorber. J'ai pas un cerveau éponge, j'ai besoin de faire quelque chose avec mon corps pour l'apprendre. Je me suis dit, bon, ben, je comprends pourquoi j'étais pas capable d'apprendre l'Innu, c'est parce que je suis pas capable de lire le livre de grand-mère, là, puis de me dire, bon, ben, c'est une langue agglomérante, d'accord. J'ai appris des termes, finalement, qui sont super linguistiques, mais je comprends pas nécessairement comment le parler. Fait que là, ça a été de me dire, bon, ma prochaine étape, si je voudrais vraiment parler l'Innu, c'est d'aller en communauté, puis passer des mois là-bas, puis juste apprendre l'Innu, juste le parler, puis être surrounded par la langue, par son environnement qui fit exactement, tu sais. Fait que c'est une autre étape que peut-être un jour, mais bon, la vie amène pas toujours là où ce qu'on veut. Fait qu'en ce moment, c'est pas le cas.
les occasions que j'ai d'utiliser des mots Innu, je les prends. Fait que, par exemple, là, c'est là que je plug mon chien. J'ai décidé de donner un nom en Innu, puis quand je donne des commandes aussi, essayer de dire en Innu. Fait que je me dis, peut-être que lui, il va l'apprendre, puis moi aussi. C'est un peu ma manière. Ouais, c'est ça, mon chien, il est Innu, tu sais. Lui aussi, c'est mon fils. Puis, je me dis, c'est des petits trucs comme ça. Tu sais, j'ai aussi ma petite compagnie de faire des bijoux, ce que j'ai donné un nom qui est Innu aussi. Puis, j'essaye de faire des ponts entre ce que je fais physiquement ou les interactions que j'ai avec la langue. Fait que, oui, j'apprends pas une tonne de vocabulaire, mais ce que j'apprends, je le regarde, puis je le retiens avec moi. Fait que quand j'entends, mettons, des podcasts ou que j'entends des chansons, je suis capable de faire comme « Ah, ce mot-là, je le connais, ça revient tout de suite. » Fait que c'est un peu ça ma relation avec la langue. Là. Un jour, peut-être que je vais avoir le courage de partir. C'est un peu le courage, mais c'est aussi la honte de me dire pourquoi je le fais pas. T'sais. C'est tout ce qui vient que tu disais tout à l'heure par rapport à la responsabilité versus le fardeau. Là. De se dire, bon, est-ce que, parce que je suis une jeune autochtone qui est intéressée par les langues, est-ce qu'il faut que je me mette la barre de me dire, faut que tu parles ta langue, que tu pars de rien, puis que tu fasses, comme, je veux dire, le sacrifice de ta vie autour pour vraiment, comme, préserver ça, tu sais, c'est... Là, je suis juste pensé à Spider-Man, le cours de Oncle Ben. Ouais, avec les responsabilités, vient le pouvoir de parler, tu sais, puis comme, c'est une responsabilité de l'apprendre, mais en même temps, c'est ça, c'est un peu, je dirais, toute la honte qui vient avec, là, de se dire pourquoi je fais pas l'effort, puis je devrais. Puis là, d'en parler, là, je suis comme, ah, encore une fois, maudit, qu'est-ce que je fais ici? Il faudrait que j'aille apprendre la langue dans le Nord, tu sais. Ben non, mais je veux dire, ton expérience est aussi l'expérience de beaucoup. C'est un peu pour ça que la diversité d'avoir des gens qui ont grandi avec la langue versus des gens qui ont grandi déconnectés. Fait que t'as pas à te sentir imposteur d'être autour de la table. Oui, non, c'est pas dans le sens d'être ici en ce moment, mais dans le sens de, tu sais, je suis en train de dire, ah, c'est important d'apprendre sa langue, puis comme, oui, je me rends compte à chaque fois comme une petite claque d'en face, je fais pas assez l'effort, tu sais. Ouais. Mais je pense que l'effort que j'essaie de faire, c'est justement de sensibiliser à ça, puis je pense que mon rôle en coordination, pour moi, me ressemble plus aussi que, mettons, être un rôle de speaker en tant que tel, tu sais. Mais bref. Next. I think though it's just like so interesting though, like it's so important that we also recognize, you know, even this language learning at every level, and that, you know, even if you're just starting and you know maybe just a few words, but you're using it, you know, you're using it in everything you can, and you're really appropriating it to yourself. You know, I think it's also just as important, and I think especially just like in our own journeys, you know, as well, like we're all, you know, we all come from, you know, different communities or from different nations, and just as well, our own journeys is just as important as well. And I think that even in hearing your stories, it's like there's so much more context that we need to give in order to understand where we are today. And like, you know, in hearing yours, I mean, obviously the huge impact of colonialism, you know, on all of this, on our families and on our own like learning experiences, like plays like such an important role. And, you know, we need to have to explain all of this to know like, well, this is why we are where we are at. And I think at the same time, it's also very sad, you know, in that sense, but also see so much like so much power in this, and us, you know, taking back, even at whatever level it is, you know, we're taking back our languages, and, you know, like in whatever manner. And I think it's also just as important. And I guess then I could maybe just share a little bit about like my own journey, and I'd also like to hear, you know, yours, Vero. But I think for myself, you know, having expressed that I was, I'm Ganyigehaga as well as Chilean. I never grew up in my community. I never really was allowed to, and so I, you know, grew up in the town, you know, over, still, you know, close to my family, and still being able to like visit them and be with them, and, you know, having to go to a school near where we were so close to my community, and that also like had, you know, there were so many like stereotypes, racism that was kind of like thrown at me, I think, throughout my childhood and even, you know, in high school, that for myself, it was more like I had to kind of hide that part of myself and like really just like cling to my Chilean side, because that was more understood and had a little bit less of like racist remarks and stereotypes around it, because people were like, they don't know much about Chileans, so kind of, you know, went on that. And it was only until like kind of getting into, you know, CJEP University, where like I started reconnecting a lot more, and
as well as like having these conversations with my family, because like, you know, for us and our family, our language really stopped at like my grandmother's generation. You know, my great grandparents they spoke it. It was their first language. They would teach it to their children, and then at one point, you know, because of the, you know, the impacts of like residential schools, they stopped altogether. They stopped, only spoke English, and would, you know, punish even like their children for speaking, you know, Ganigeha in the family. And so it really stopped at my grandmother. And so, you know, my mother had never learned it. And then at my age with my sister, having, you know, entered in around CEGEP, around university at Native Montreal, where I got to kind of have the first experience of having a class of Ganigeha with like an amazing person, like Kevin Gatnasohundir, who really like, you know, was an absolutely amazing person to kind of, you know, teach it. And I think really in talking back and like what you were saying, that it's not just, you know, he wasn't just there like, okay, here is the word and, you know, like learn it, memorize it, blah, blah. It was like so much more because, you know, within a word, sometimes it was like, you know, he would tell stories of its origins as well, and stories in like relation to, you know, other important aspects in our community. And like for that as well, like it touched me so much because then like I felt so much more like the importance of the language and felt so much more connected into being like, wow, you know, this is where this word comes from, or this is how it is, this is what it actually means. Because again, you know, in the translations of it, it's not like, you know, you don't say, it's not the exact translation. And when you come back to English, it's like, it's so much more, and it's beautiful. I think I did that over 3 years. Obviously, I'm not the level of being able to kind of like, you know, if we had Vero Legault here, you know, she would really like put me to shame here. But, you know, I'm still. Because that's so her type. No, but I mean, even just her speaking it, you know, and just like, I wish I was at that level. You know, even just like Carole, you know, even just like the few words that I know and that I try to continue and keep up, I like try to use it, you know, whenever I can in different spaces as well with like non-Indigenous people to kind of, you know, bring that in, even in my own schooling, and trying to really just bring it and show how important it is. And that also that, you know, it's still here, we're still here. And I think that's absolutely so important. And definitely like I'm still on my journey, you know, of like reconnecting, and my journey also of like learning. And for myself as well, like one thing that really like kind of, you know, sticks to me is that like, especially because it's been so lost in my family, like right now, like my sister and I are like the only ones left to kind of like learn it. You know, if we don't learn it now, it's like gone forever in my family. For me, that kind of sticks in my head that I'm like, I cannot lose it. You know, even at whatever level I'm able to acquire and attain, you know, that's what I'll keep, and that's what I'll still teach to my children. But I'm like, now at this level, you know, I'm keeping it no matter what, and I'm holding on to it. And for me, that's just like so important. Ouais, ben en fait, je pense que c'est une expérience qui est très similaire. Moi aussi, j'ai pas grandi dans la communauté, mais de toute façon, dans la communauté, c'est aussi une langue qui était pendant longtemps considérée endormie. Il y a beaucoup de processus puis d'initiatives de renouvellement, que ce soit à un niveau primaire, adulte. Moi, mon grand-père me disait que sa grand-mère parlait Wendat et disait des prières en Wendat, mais c'était toujours de la traduction, genre prière comme chrétienne, catholique, genre traduite, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, ça fait quand même depuis les années, my God, début 1900, là. Donc, j'ai un peu le même sentiment. Tu sais, moi aussi, ça a été par des méthodes, là, tu sais, avec le CDFM puis Native Montreal, ben, ils ont fait un partenariat, puis il y a des cours qui ont été donnés de Wendat par Marcel. Donc, je les ai pris, c'est sûr, par ce besoin, puis cette responsabilité de connecter. Puis je sais que c'est des choses qui se fait aussi au niveau de mes cousins. Donc, il y a des initiatives qui se font de plus en plus en ligne. Fait que même si t'es loin, tu peux. Mais tu sais, c'est toujours un peu la même situation, là. C'est dans un cadre quand même assez carré, même s'il y a des tentatives de rendre ça le plus interactif possible. Puis après ça, une fois que tu t'en vas, ben, tu sais, c'est pas genre de 6 heures du soir à genre 9 heures, tu parles, puis après ça, c'est OK, forget about it, tu sais. Fait que moi aussi, c'est un peu la façon que j'essaie de la plugger où ce que je peux, puis qu'est-ce que je sais, mais c'est de cette façon-là que j'essaie de le faire aussi, que ce soit dans des courriels, ou tu sais, donc
la faire vivre le plus possible comme je peux avec mes capacités. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est au niveau de, tu parlais des impacts de la colonisation, sur parler la langue, l'impact d'être en ville, etc. Mais il y a aussi, je vois l'impact que ça a sur comment on se sent, des sentiments et des émotions qui devraient pas nous appartenir, mais qui nous appartiennent. Ça, ça peut devenir lourd à porter. Si on, le poids de la responsabilité, ça peut devenir un fardeau. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de toujours avoir des conversations avec des personnes qui ont quand même des expériences différentes. Il y a des gens qui sont fluents dans leur langue et puis je pense que c'est important aussi de leur laisser l'espace. Tu parlais aussi tantôt de Myriam, puis elle a fait partie elle a fait partie du programme de langue à Native Montreal, puis elle disait souvent, c'est ça qui te ground, parler la langue, c'est ça qui te ground. Fait que c'est aussi ce sentiment-là de, bon, qu'est-ce qui me ground dans mon identité de mon côté. Fait que c'est quelque chose qui revenait souvent aussi dans nos conversations avec les jeunes qui parlent leur langue, qui sont en apprentissage. Ils parlaient vraiment beaucoup de fierté ou genre de malaise, d'anxiété ou de mal-être. Donc, ce qu'on a ressenti à travers les témoignages des jeunes, c'est vraiment la fierté, la connexion identitaire. C'est des thématiques qui sont importantes. La langue, ils disent toujours, la langue, ben, c'est la culture aussi. C'est incorporé là-dedans. Donc, on peut pas la dissocier de la construction identitaire et culturelle. Puis, en tant que jeune, ben, connaître sa langue, la comprendre, la maîtriser, c'est vraiment associé à un sentiment, ce que les jeunes nous disaient, de certitude envers qui tu es. Si tu parles ta langue, you know who you are. Donc, ça a été quelque chose qui a été partagé par un jeune. Donc, un jeune Inou qui nous disait, c'est l'héritage de mes grands-parents, parler la langue. C'est ça qui représente une grande fierté. Vu que je suis métissée, les gens ont toujours remis en question mon identité dans ma communauté. Ça a été très blessant. Mais le fait de toujours parler Inou, ben, ça m'assurait que j'étais Inou. Non, je suis Inou. Tu peux me dire que je suis pas Inou, mais moi, je le suis, puis je parle Inou. Donc, ça a été quelque chose qui a été partagé dans le cadre de nos entrevues avec les jeunes. Donc, il y a vraiment un attachement qui est sentimental, qui est émotionnel, qui est même spirituel quand on parle de mes grands-parents, les ancêtres qui parlaient la langue, qui sont derrière moi. Donc, on va la considérer personnellement comme une langue maternelle. On va dire, ma langue maternelle, c'est le Wendat, même si on la parle pas, par exemple. C'est vraiment ça, c'est ça qui fait partie de la fondation de l'identité autochtone. Puis on observe vraiment une confusion identitaire, comme on a tout discuté, quand on parle pas la langue. Donc, il y a une jeune qui nous disait, c'est comme si je peux pas assumer mon identité à 100%. Moi, récemment, j'ai commencé à dire, je suis Wendat, mais aussi québécoise. On dirait parce que je peux pas juste clamer une partie de mon identité, parce qu'on dirait que ça me rend inconfortable, parce que mon identité est comme tellement pas complète. Donc, en fonction de ces citations-là, je ne sais pas si vous pourriez me parler un peu de vous, comment est-ce que vous vivez cette identité-là dans ce contexte particulier, des propos amenés par les jeunes, donc dans ce contexte de certitude, d'incertitude identitaire. Je ne sais pas si on peut commencer par Emilio. For the past few years, I've been wanting to get back into, like, I guess you call it like traditional crafts and stuff. I've been wanting to like make snowshoes and baskets and canoes and stuff, but I've been living in the city for so long that I haven't been able to spend enough time. One thing I did is, this summer I was really busy with working at McCord and I couldn't really go to the bush, and so I didn't really have time to go do my usual time to spend out there. So what I did is I went out into the bush and I harvested materials for miniature traditional crafts. And one of the things that I'm doing and that I want to continue to do is to create traditional crafts and to remember and practice each aspect of each creation. Because even with a canoe, there's a word for each thing. From the ribs to the sheets, to the truss, to the gunnels, and they all have words that are very descriptive of what they do, right? It's the same thing with like snowshoes. Snowshoes, you can make them with various types of hardwood, like black ash and
birch, and you could even probably make them with maple, but they might be a little heavy. But the word for snowshoes and Anishinaabe is agam, and the word for a black ash tree in Anishinaabe is agamatic. And traditionally, it's probably one of the best trees that you could use for snowshoes, for the fact that it's a hard softwood and it's heavy, but it's easy to manipulate and bend. You could start bending the wood without having to steam it right away, but it has to be green. I guess one of the things that I'm doing in my life right now in trying to practice and revive my language is to get back to some of the things that I was taught. We talk about like the dying languages and dying indigenous arts. We consider canoe making and snowshoe making and all these types of craft making art, right? But the thing about the construction of these materials and these things is that they all had practicality, right? And harvesting each and every bit of the materials included work, and the details to pick up each thing. There was always a step and process, and there was always a name for everything that you're doing, right? And when I'm out there in the bush, either with my cookum or my older relatives, they're usually like saying, like, sharing, like, this is what you call doing this, and then when you take this and you do that, this is what it's called. That's the one way that I'm really trying to practice the language, because it's another aspect that's not practiced. It's the same thing with different hunting terminologies from different parts of the season. There's different details of the characteristics of those seasons, like there's so many different ways of expressing the types of snow and the day it is, right? Early morning, afternoon, or late, after the rain falls on the snow, early spring when it like crusts over, and then like all the animals are walking on top of it. There's names for that too. And it gets really complex, and it gets hard to like learn these things and memorize them when we're not out there learning. Okay, that's what it means when you learn like the root word. I think that because I've been in a position where I've almost lost things, right? And I don't know if I'd say I'm lucky. Like, it's been hard to like take on that duty. It's like you're putting some things in your basket, man, and you're trying to carry that, and and if it's something that you need and that you always want to have in your basket, you carry that with you no matter where you go, and like it'll become lighter, and the better you get at it, it's going to come to you and it's going to become easier. But like anything, like harvesting, being out in the bush and stuff, it's work, right? I think that's something that we tend to forget. It's just like the crafting of, whether it be a basket or a snowshoe or a canoe, like Western society has overlooked the beauty of like the craftsmanship and the artistry of creating such craft, and the details that alone come with each object is in its own it has its own vocabulary. So I think for myself, like, that's one way that I'm trying to not revive, because it hasn't died like in my community and stuff, but it's becoming less and less. It's becoming even like the kids, like, they're speaking more English. There's a lot of like internet and whatnot, and there's not a lot of like indigenous language programming that kids are watching. But these are things and projects that could be done and could be, there's funding out there, but we need people to be able to go about and do it. I see some of the things in my communities where we have knowledge carriers, but we don't have the people with the education to balance things out, to create these programs, because it throws things off where it becomes hard to manage. And then if you don't have like people that are capable of working, like balancing the bureaucratical stuff, right, it really throws things off for, I don't want to say traditionalists, but people that are trying to carry on the culture. And if they're not like equipped enough to deal with like applying for extended applications for funding, which they could be crazy sometimes, and our communities need that help. And I believe that it is important to try and balance your life the best way you can, and in doing the best you can to try and maintain your culture and language and whatever you can with both the Western world. And if you are educated
within the Western context and university, it's important to do what you can to help, whatever that may be. Even myself, like I grew up in the language, I grew up around the culture, and there have been times where I felt like an imposter. I felt like, we talk about going to the communities and stuff. It is important to go to the communities to learn, and it could be different for a lot of communities. Some communities aren't welcoming. I've had experiences from my own community, people making fun of people trying to speak the language and, working at it. And this is something that it's not good. It's not helpful. And when you have parents that are teaching their kids to treat others like that, and then you have the kids making fun of each other all the time, and then even making fun of like the adults, like it causes this whole like domino effect of like everyone's shaming each other, so no one wants to speak it. Even that comes from like, the idea of residential schools and Indian day schools and, just colonization for the last 500 years, shaming others for trying, has got to stop. And, I'm guilty for having done it myself in the past, but instead of shaming these days, I try to teach, I try to help people. Like, and that's why, like, I believe in trying to do a lot of land-based education and land-based teaching with urban youth and even my family. Like I've done a lot of work with community and stuff, and I love it. I love helping people, but sometimes I realize that, okay, I gotta get my family together. I gotta get them out there because there's a lot of them that want to learn, that are started to want to learn. So now that I'm seeing that, it's inspired me to be able to bring them out there. And honestly, having more help out in the bush is fun because we could do a lot more work. It's easier to pull out a moose if you get a moose, and it's easier to take out a big cedar or a big black ash tree when you want to make some stuff. So I just started getting into it more this year and bringing my family out there. And I even noticed my aunts and stuff, my mom, they speak more. They speak more in the language and stuff, and I throw phrases and words at them, and I kind of like evoke them to speak to me in the language too, So it's it's things that I've learned over the years. There was a time where we used to, when we wouldn't speak in the language, they get mad at us, you know what I mean, and give us shit and stuff like that. But it's, I think there needs to be a shift. There has been a shift in the change, the way that people are approaching. Shaming isn't working. It's actually been detrimental to the development and the progress and retaining and passing on the language. There's got to be more care. There's got to be more love. We have to remember the seven grandfather teachings when we're going about our life and we're trying to, preserve and in some cases revitalize the language and culture. So I think it's important to always have respect for each other and the paths that we're on, and the progress that we're making at our own rates. Est-ce que Carole, tu veux rajouter, réagir? Ouais, mettons par rapport à l'identité, moi ça a été drôle parce que ça a été long avant que je comprenne que j'étais Innu. Puis ah ouais, ben voici pourquoi que ma mère était différente des autres. Puis physiquement, je ressemble pas du tout à ma mère. Je ressemble à mon père qui est blond, yeux bleus, qui est québécois, pure laine. Fait que j'étais comment est-ce que je peux venir placer un label que j'ai pas physiquement l'air, t'sais. Puis finalement, c'était de venir à Montréal qui m'a aidé parce que j'ai l'impression que d'être à cette île, plus proche qu'on était de la communauté, moins bien ça se passe. Hein. Fait que de venir en ville, de vraiment comme partir le plus loin possible, d'être comme entouré de tellement d'autres cultures. On dirait que c'était plus facile de me dire, là, je peux dire que je suis Innu. Je veux dire, au début, j'expliquais aux gens, oui, ma mère est Innu et mon père est québécois. C'est pour ça que j'ai vraiment pas de l'air Innu. Puis après ça, je me sentais mal de me dire ça, parce que je suis pas toute seule là, qui a vraiment appris les gènes avec une autre teinte. Quand je regarde mes frères, tu sais, comme genre, j'ai des jumeaux comme frères. Il y en a un qui est blond, l'autre il est vraiment comme typique autochtone, les cheveux super foncés, la peau aussi. Fait que, tu sais, j'ai même pas l'air dans les familles qu'eux des fois. Fait que je me dis bon, on peut-tu arrêter de se dire que c'est en lien avec physique de qu'est-ce qu'on a de l'air aussi, tu sais?
Fait en étant à Montréal, je me suis vraiment dit, là, quand je vais me présenter puis que les gens me posent des questions, je suis nous, OK? J'ai pas, j'ai pas rien d'autre, là, je suis nous, c'est tout. Puis, à force de le dire, on dirait que je me suis convaincue. Je suis comme, ben oui, je suis nous. Puis là, à force de me plugger aussi avec ma culture, puis de lire des romans aussi par des auteurs nous, puis vraiment comme en apprendre davantage puis mettre les mains dedans, comme je disais auparavant. Là, je me suis dit, OK, je suis convaincue, je suis nous. Là, j'ai reconnecté aussi avec ma mère, puis avec ma famille, puis là, ça a venu dans le fond, cimenter le pont qui me manquait, avec vraiment affirmer mon identité. Puis maintenant, je m'excuse plus d'être, d'avoir de l'air pratiquement complet d'être alloctone, tu sais. Fait que j'ai vraiment comme embrace le fait, je suis nous, puis c'est ça. Par rapport à la langue, peut-être, c'est sûr que de pas la parler, c'est ce qui me manquerait, mettons, pour être sûr que mon pont identitaire il est complètement solide à vie. Comme Emilio disait, c'est tellement gênant quand tu prononces un mot pas comme il faut, puis finalement quelqu'un fait comme ah, c'est pas ça. Ok, je le dirai plus jamais. Ça y est, je vais me bloquer. Là, tu y repenses le soir quand tu te couches, tu te dis ah non, c'est ça, tu croches. Ah, c'est gênant puis c'est plat parce que c'est vraiment le pire qu'on peut faire à quelqu'un qui essaie d'apprendre, tu sais. On shame jamais autant le monde qui essaie d'apprendre l'anglais ou le français. On est limite puis on est quand ouais, vas-y. Puis des fois, c'est d'être bloqué par c'est très ça, mais tu sais, c'est des langues qui se perdent puis on dirait que il y a moins de considération. C'est pas tout le monde, bien sûr, là, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti. J'étais, ah, il me semble que c'est vraiment l'avantage devrait être mis sur comme hey, peu importe ce que tu dis, on s'en fout. C'est comme essaye puis c'est beau. T'sais. Fait que c'est un petit peu bloqué. Mais c'est peut-être ça l'excuse que je me cherchais tantôt de dire pourquoi est-ce que je vais pas réapprendre ma langue là. On dirait que j'étais encore trop gênée de le prononcer. Mais chez nous, avec ma famille, par exemple, pas de problème. Je suis comme, ah, j'essaie de lire des trucs en inou, ça sonne croche, puis je suis comme, c'est pas grave. T'sais, eux, je sais que c'est ma bulle de protection. Là. Yeah. Mais ouais, avec quelqu'un qui est inou, j'oserais jamais dire des mots en inou. Je suis ah non, je veux pas qu'elle sache que je dis n'importe quoi ou que c'est pas la bonne prononciation. En plus, il y a tellement de prononciations différentes selon une communauté, tu sais, mais c'est moi qui me mets des propres barrières par rapport à ça, là. Je pense qu'il y a aussi de vieillir au fur et à mesure, comme j'ai des couches d'oignons qui s'en vont, de me dire, bah, c'est pas grave, là. Tu sais, de moins la pression de me dire, je suis représentante Inou à Montréal, il faut vraiment que je sois parfaite dans tout. Je peux être moi-même, puis faire une étape à la fois, là. Ça, c'est quelque chose qui est un peu imposé aussi, d'être la représentante de tout. Là, Yeah. C'est comme quand tu vas dans des trucs non autochtones, puis il faut que tu sois représentante autochtone, mais tu peux juste être représentante de toi puis ton expérience personnelle. Tu peux pas être... C'est toujours quelque chose que je sais qu'Alicia le fait aussi, là, mais comme quand on est dans certains millions, moi, je parle juste pour moi. C'est toujours it's like you're expected. Okay, perfect. We checked the box of Indigenous. So now we want you to really represent everything, whether you're youth, okay, youth and Indigenous, perfect. Represent all the, Indigenous youth realities. Like, thank you. It's going through all of you. But then you see around this table of how many different experiences. And I'm like you're saying, I can speak of my experience, but I'm not speaking of all of your experiences because, I could never do that. Je pense que c'est pour ça que, tu sais, c'est tellement complexe puis il y a tellement un besoin, en fait, d'avoir ce genre de conversation-là de façon, tu sais, plus... c'est très formel, mais de façon plus informelle dans différents milieux, de juste parler de trucs comme la honte, le shaming, ce sentiment-là, ces barrières-là qu'on se met nous-mêmes à cause qu'on vit un peu dans le regard des autres aussi, là, comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à nous. Puis, tu sais, une expérience, ben on peut la généraliser aussi. Tu dis, je parle pas Inou avec d'autres Inou parce que j'ai peur qu'on rit de moi, alors que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui jamais ne feraient ça, tu sais. Puis ou qui ont déconstruit eux-mêmes leurs propres idées qui étaient peut-être pas les meilleures, comme tu as parlé. Like, I used to, have those kind of behavior. Je pense que c'est juste intéressant d'entendre aussi que, comme Carole, tu dis, moi, c'est à force de me le dire, non, je suis nous, c'est ça. Puis comme tu peux pas m'enlever ça, je trouve ça quand même inspirant de t'entendre parce que c'est quelque chose qui peut être
très fragile, puis c'est quelque chose qui nous a été raconté par les jeunes, c'est moi mon identité, c'est une blessure ou c'est fragile, c'est source d'anxiété ou alors que ça devrait être quelque chose qui soutient en fait qui tu es puis qui t'apporte du bien-être puis de la guérison puis tout ça, fait que merci d'avoir partagé. And also, just to add to that as well, like, you talked about level as well of like, before even getting to this, talking with level of identity of, sometimes having to also prove yourself, because of like, I mean, you look around this room and, there's not one face of what someone who is Indigenous looks like, and it's often something that I feel like before even getting into any of that, of like who you are, often people, need you to kind of prove that, or you feel in a sense that you need to prove that. And it's such a different level of like, especially, again, like talking about those impacts as well of like even just colonialism and then, blood quantum, we bring that in of that, and that could be a whole different conversation. But like even that as well, before we can even get into these conversations or even talking about how language is impacting your identity, you have to talk about even how the outside world or how these constructions of what someone who is Indigenous should look like, should sound like, should be doing, like you have to then, go to that level first, break that down to people to then, go into like, now how do I feel with my identity with all the outside world as well telling me who I should be, and like that too. It's crazy. Je pense que c'est pour ça que, tu sais, des conversations, on en parle souvent, mais comme internation, je trouve que c'est tellement riche et important, tu sais, versus de toujours être peut-être isolé. Je trouve que, tu sais, ça ouvre aussi des perspectives, des choses c'est important de comprendre aussi l'expérience des autres, puis de comprendre les différents niveaux de privilèges, puis c'est vraiment des conversations qui sont, je trouve, essentielles pour notre propre comment tu dirais ça, la santé, en fait, de nos relations internationales. Can I Yeah, add a yeah, little bit go on for that? it. I think one of the things that is kind of like instilled in us that we don't really know at times. Sometimes we don't realize it, but down the line we do. It's the feeling of being too Indian for a space where people will point it out and like, Yeah. you know what I mean, and then not being Indian enough. And I say Indian and stuff because that's like the terms, whether it's settlers calling it that or if it's a lot of people still, especially older people, still use that term, right? But like being too Indigenous or not Indigenous enough, and it can be hard. It has an impact on us, right? And so like that's why a lot of us youth and a lot of us growing up end up like trying to find something that connects us to the culture, to our identity in one way or another, right? And so I think that's why a lot of us end up feeling that way, or feeling this like sometimes we feel like we're taking too much space, or sometimes we're, you know what I mean, like we don't give ourselves enough credit. We could be our own worst enemy because we've always had to deal with this like I'm not enough or I'm too much or like and it's this push and pull throughout our whole lives, and then becoming adults, having to navigate this now, and then just being so blinded by just trying to survive through your adolescence and like all the the teenage drama and stuff, and then like all of a sudden you're in your 20s, it's like, oh, I've lost, I can't remember this, or I haven't, you know what I mean, like some of us that have grew up in the culture end up losing it, and then some people they come to realize like and go to post-secondary or something and realize like how much they haven't been able to experience, some good, some bad, right? I think when we come to this city, it really helps us understand the realities of everyone and the differences and stuff, because even within communities, people could be coming from different upbringings, but when we meet people nation to nation, it kind of helps us see the bigger picture, because then we realize that we're not so isolated. Puis en fait que les impacts en fait de la colonisation sont tous là, mais sont différents aussi différents d'une nation à une autre. Je pense que au niveau de la prochaine thématique, en fait, on parlait vraiment de sentiments qui étaient quand même assez forts au niveau de la langue. On parlait, les jeunes nous parlaient vraiment beaucoup de frustration,
Tu sais, on en a parlé tantôt de la peur, le shaming, mais aussi, on parlait vraiment beaucoup de résistance puis de résilience, mais surtout de résistance. C'est surtout là-dessus que je veux focusser. Donc, il y a une jeune qui nous disait, tu sais, la langue, ça a été perdu dans ma famille, ça m'a toujours fait de la peine, mais être capable maintenant de la comprendre, de la voir sur des affiches, puis de comprendre le message, d'être capable de lire, ça m'amène vraiment beaucoup de fierté. Fait que c'est pour ça, pour moi, que c'est important d'être capable de comprendre la langue. Ça me rapproche de ma culture, ça me rapproche de ma communauté, puis ça me rapproche de la survivance de mes ancêtres. Dans le contexte d'aujourd'hui, je trouve que c'est la meilleure façon pour les Autochtones de résister. Donc, la fierté, c'est pas nécessairement juste le fait de parler la langue, mais c'est aussi de prendre en considération la résistance, en fait, au niveau de... Moi, aujourd'hui, je parle la langue, c'est parce que mes grands-parents me l'ont enseigné, parce que mes arrière-grands-parents l'ont enseigné à mes grands-parents, etc. Donc, il y a quelqu'un qui nous disait aussi que pour moi, ça représente tout un peuple qui est derrière moi, parler la langue. Donc, c'est pour ça que c'est si précieux pour moi. Je suis jamais seule. Comment est-ce que vous naviguez ces différentes émotions-là? On a parlé des émotions plus négatives, mais aussi des émotions quand même assez fortes, puissantes, positives de la résistance autochtone en relation avec le fait de parler, de pas parler, d'apprendre, de se réapproprier la langue, d'avoir l'opportunité de le faire. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ce concept-là de résistance autochtone au niveau de la vitalité, la transmission des langues? Concept de résistance. Pour moi, résistance, c'est quelque chose aussi qui est visuel. C'est pas seulement un combat, mais ça peut être dans l'idée de... Pour moi, les arts, c'est plus que, comme dire, c'est ma culture, c'est un moyen de rejoindre d'autres personnes par quelque chose de beau, quelque chose qui vient toucher par les émotions. Puis, je pense qu'un des meilleurs moyens de communiquer une langue à des gens qui sont pas au courant que ça existe, c'est par une sorte d'art, par la chanson, par la musique. Puis ça me fait penser à quand j'étais enfant, il y avait du cash-tune qui passait dans un poste de musique. Puis c'était cité comme étant, tu sais, comme d'habitude même, mettons, style, je sais pas, rock, reggae. Puis là, c'était musique du monde. Je musique du monde, c'est genre à 3 kilomètres de chez nous, ils mettent ça comme si c'était la musique à quelque part en Chine ou je sais pas quoi. Ça m'avait comme tellement fait capoter. Puis là, je me suis rendu compte au fur et à mesure que les choses avancent que maintenant il y a un gala de musique autochtone. Puis là, c'est le fun parce que c'est reconnu en tant que tel. Mais je me dis, on serait-tu rendu à l'étape plus loin d'arrêter de faire la section artistes autochtones? Ça peut pas juste être, mettons, artistes, mettons, c'était quoi? C'était le gala de la disque, là? Non, pas le... Bref, un dernier gala de musique qu'il y a eu, il y avait la section catégorie artistes autochtones, puis ça me gossait. Puis c'est comme, pourquoi ils sont tous rassemblés ensemble? Pourquoi ils sont pas comme étant interprètes de l'année? Ou ça m'avait encore mis une catégorisation qui, là, est un peu plus sensible qu'artistes du monde. Mais ça, la chanson en tant que telle, c'est un super vecteur de faire connaître la langue à des gens qui seront peut-être pas sensibilisés autrement. De leur dire, hey, ça, ce que je suis en train de chanter, c'est quelque chose qui se perd. Peut-être qu'on devrait mettre du financement pour essayer de trouver des programmes pour le perpétuer, tu sais. Puis quand j'étais chez Montréal Autochtone, j'ai tellement entendu de monde qui m'appelait d'Allochtone me dire hey, pourquoi est-ce que c'est pas enseigné dans les écoles? Tu sais, mettons les communautés les plus proches des villes, là, comme langue seconde, à la place d'avoir l'anglais ou l'espagnol, on pourrait enseigner Anishinaabe, on pourrait enseigner l'Atikamekw. Puis en effet, mais tu sais, c'est à force, je pense, de l'entendre par les arts, de le voir en termes... ça, c'est mon expérience, ma pensée personnelle, mais comme c'était vu plus positif, je pense que ça va toucher plus de gens at large. Fait que, c'est beau, faut le sauver. Plutôt, mettons, résistance, le gouvernement. C'est vu encore comme, les Indiens qui chialent, tu sais. Fait que dans mon bar, j'ai l'impression qu'il faut aller toucher la petite corde sensible, émotive des gens, pour sensibiliser après ça, à me dire, c'est important de le conserver avant que ça disparaisse puis qu'il n'y en ait plus, tu sais. Comme on fait les campagnes de sauvegardons la nature, la forêt, c'est jamais en montrant comme le côté, comment dire, négatif de la chose, mais montrer le beau, tu sais, comme il faut sauver qu'est-ce qui va se perdre. Fait que je pense que c'est quelque chose qui met vraiment de l'avant la langue, c'est par la culture représentée visuellement, à la télé, les spectacles, les présences autochtones en plein milieu de la ville. Ouais, parce que c'est pas seulement, en fait,
aux Autochtones de sauver leur langue, puis c'est à tout le monde qui vit autour. T'sais, on met beaucoup ça sur les épaules des gens, t'apprends ta langue, tu la parles, tu la partages, mais c'est aux allochtones autour aussi de s'impliquer puis de trouver ça intéressant. T'sais. Je pense beaucoup en Nouvelle-Zélande que tu le vois affiché partout, Maori, là, c'est écrit sur les noms de rues. Les gens aussi commencent à l'utiliser comme terme régulier, comme par exemple, ils parlent de leur famille, ils vont dire my whānau, tu sais, pour parler de famille, qui est un mot maori. Fait que ça a été un peu, c'est un petit peu plus simple par là-bas aussi parce qu'il y a une langue, mais sans vraiment l'identité de la langue est aussi partagée aux allochtones autour. Tu sais, c'est comme une relation on apprend ensemble ça, puis c'est tellement représenté partout que finalement ça s'introduit dans notre langage de tous les jours. Puis des fois j'ai des rêves de me dire s'il y avait ça à Montréal, tu sais, oui on a un nom de rue, c'est super, mais est-ce qu'on allait plus loin puis d'avoir une meilleure représentation visuelle de la langue, tu sais. Pour le truc, par exemple, d'artistes autochtones, une chose que moi, je trouve ça quand même intéressant d'avoir cette opportunité-là parce que je pense que ça illustre, tu sais, pendant longtemps, il y a tellement eu un effacement ou, tu sais, donc, tu sais, je comprends, par exemple, ton point de vue que ça devrait juste être, tu sais, de fait que c'est interprète de l'année, etc., mais d'avoir cette reconnaissance-là dans un milieu qui a tellement manqué de reconnaissance, je pense que c'est aussi important. Je pense que ça fait partie d'une étape, d'un processus, mais je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu dis au niveau du visuel de la langue parce que effectivement, je pense que ça manque vraiment beaucoup dans les milieux extérieurs en fait de communautés. C'est très rare que tu vas voir la langue. Quoique, des fois, on dit des mots puis en français ou en québécois, puis tu te rends compte que la source même de ce mot-là, elle est autochtone. Elle provient d'une langue dans la région où est-ce que le mot est dit. Fait que ça, je trouve, tu sais, mettre en valeur, en fait, que les origines de certaines expressions ou de même la nature, les lacs, les forêts, leurs noms, en fait, je pense que c'est aussi important de les ça serait important de les mettre en valeur, puis d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, ça, genre maquinonger, puis ces trucs-là, tu sais, je pense que c'est vraiment, ça fait partie aussi du paysage culturel, territorial, en fait, au Québec. Et que, je sais pas si Emilio t'as pris ton micro, là, vas-y. Quebec means get off. No, it's true. Gabak is an old joke my grandfather used to tell. I probably told her like a whole bunch of times, but when they first they came off the big boat and they were paddling on their little paddle boat, and then as they were approaching, they said, Gabak, moi. The French, Jacques Cartier and his crew there, they jumped off their boat and they put their flag on the ground and they said, Gabak. My grandfather used to tell that all the time because, like, you know, it's just, and we're talking about language, right? And there's another joke that he would tell after that, and the word for specifically French people, because that's the first people that we had familiarized with and contact, you know, and they call them mitagoji, and mitagosh is like a wooden box, almost, you know, comparative to like a coffin. You know, and when they came off they're on their boat, they were dying of scurvy and they looked like ghosts. And so like mitagoji is the people who came from like the big boats, but could also be even like a reference to like they look like the living dead. After there was first contact, they invited us onto the boat, and the slang word of mitagoji in Anishinaabe and in Algonquin in our dialect is chigoji. And so mitagoji, chigoji. And when they invited us onto the boat, they were all dancing around. We weren't familiar with their fiddle dancing, and they were all drunk and stuff. And so we were like, "What the hell's going on?" So they're like, hey, David Chigorji. And then since then, like that's what we've been calling them. It's a joke, though. Yeah, it's a joke. It's a joke my chum used to tell. He used to tell a lot of people that. And the first time I heard that joke, I thought it was true. Chigorji. Voyons donc, pour vrai? It's another aspect of resistance within our indigenous cultures is our laughter, and our, you know, we have a tendency to laugh about things that are pretty serious. Because what can you do? You know, it's
for myself, like the whole idea of resistance in terms of like culture and language and stuff, like, you know, back home, we've been having problems with logging, clear cutting, and there's, you know, the damming and stuff has done damage over the last 100 years, and sports hunting and fishing decimated the populations of fish and wildlife. And we've had to, well, for myself, I've been looking into hunting further from where I grew up because of these situations. And for myself, the whole idea of being confined to having to hunt and harvest in this one spot, in this one area, is the colonial mentality that was imposed on us. You know, to think of being enclosed on the reserve, you know, it's all Anishinaabe, but it's almost in a sense where my mind has been confined to for, you know, decades. And now for myself, I see that in order to continue to harvest and to not contribute to the continuing of the decimation of the population of moose and other life forms back home, I've decided that like I really want to go out. And I mean, I've already done it. We go like, you know, sturgeon snaring and zeks and all this stuff. It's all private land, but it's still all Anishinaabe. It's still our land. And so when we go out there, well, when I go out there, I always remember that this is our land, this is our territory, and that I'm exercising my right as long as I'm doing it safe, right? And even if I get in trouble with the police and have to go to court and stuff like that, to me, this is my exercising my resistance that we're still here and that we're still going to continue to practice our culture and go out there and teach the next generations. To me, that's my resistance, that's my form, and teaching the next generation to stand up for the land and to stand up for the water and to speak from their heart and to embrace the culture and to embrace activism, because, you know, it's in our blood. It's been passed down from generation to generation. We wouldn't be here if our ancestors didn't fight for their lives. So to me, that's where I am, and that's where I see my resistance. Definitely. And even in just like hearing you, and I keep thinking back as well to something that like a youth had once said in one of our like, you know, meetings of just, but even just the fact of like, even just being, just living, you know, is also such a resistance, you know, and we take it to the next level of using our languages or learning them, that too, you know, there's so much every day that we're kind of doing, and it's just like, should also be acknowledged, you know, in all of this. And you know, you were talking about like that there needs to be more like working together, you know, to be able to kind of bring more of this kind of like even just presence, and that too is just like so important. And I think that then a lot of it, you know, sometimes is kind of like thrown on us to be like, well, why isn't it more present, or why is it, you know, like you know, we can't do it all, like, you know, if we can't just be like, let's take down all the street signs ourselves, let's just like change them all ourselves, you know, like there is that, you know, collaboration that needs to be done as well. Like it can't always be on our backs to do it all. But I think, yeah, I just think it's absolutely just like so like wonderful also each one of you are doing, just like those small steps even of just like resisting against, you know, these like colonial powers and these colonial places that we are in. I think it's amazing. Tu sais, je pense que c'est aussi quelque chose ça me fait penser comme qu'est-ce que Carole te dit au niveau de la diversité là, versus tu sais Maori, ben c'est juste une langue, une nation, c'est sûr qu'il y a différentes il y a des subtilités dépendamment d'où tu viens là, mais versus ici où que la diversité est vraiment plus prononcée là, comme quand on parle pas juste de parler autochtone, on parle de parler 11 langues différentes puis en plus dans les communautés, il y a des dialectes, des façons de parler même sur le territoire qui sont différentes complètement. Fait que ça rend une couche un peu de difficulté dans le voir la langue ou la visualiser au niveau plus urbain. Mais je trouve ça intéressant aussi parce que la responsabilité, on la met souvent sur nous-mêmes ou sur celle de notre famille, mais de la voir que c'est une responsabilité qui est partagée aussi. Puis je trouvais ça super cool qu'est-ce que tu disais, Carole, au niveau de, tu sais, je pense de toucher les gens par l'émotion, tu sais, avec la musique entre autres, ça a été, je pense, c'est une façon de
de faire connaître la culture, la langue à travers se sentir même si tu comprends pas ce qu'il dit, mais de sentir quelque chose en dedans. Je pense que c'est quelque chose que plusieurs personnes ressentent en écoutant différentes tunes qui sont chantées en autochtone, en inuit, peu importe. J'aurais en fait une dernière question, puis après on pourrait peut-être ouvrir, je sais pas s'il y a certaines questions au niveau du chat. Dans toutes nos discussions, en fait, on a vraiment beaucoup parlé du contexte d'apprentissage de la langue, du contexte de transmission, du contexte de que ce soit la perte de la langue. Et souvent, c'est mis en dichotomie, là, on va dire le territoire / la communauté versus le milieu urbain. C'est quelque chose qui a été aussi vraiment beaucoup partagé par les jeunes. Les jeunes nous disaient, tu sais, la langue, tu peux pas l'apprendre en ville, faut que tu l'apprennes en territoire, faut que tu l'apprennes en communauté, faut que tu sois immersé complètement. Mais il y a quand même beaucoup d'initiatives qui se font en milieu urbain, qui sont, moi je pense, qui ont toutes leurs nécessités puis leurs raisons d'être. Mais il y a quand même des choses contradictoires qui peuvent se vivre, d'apprendre la langue dans un cadre plus urbain versus apprendre la langue sur le territoire avec des aînés, avec la communauté, etc. En fait, de quelle façon est-ce que vous restez connecté avec la langue à votre façon, que ce soit en fait dans le contexte urbain, parce que vous êtes les deux en contexte urbain? Est-ce qu'il y a une façon que vous la faites vivre qui peut peut-être être différente ou quelles sont en fait votre vision de l'apprentissage en fait dans le futur pour les prochaines générations? Parce que tu sais, dans un contexte où il y a quand même un exode au niveau urbain, là, tu sais, les jeunes qui vont étudier, les jeunes qui vont travailler à l'extérieur, les jeunes qui vont, il y a vraiment beaucoup de raisons qui font en sorte qu'il y a une certaine exode vers les villes là, qui se fait. Je ne sais pas si vous avez je sais pas, des pointers ou des idées par rapport à ça. Well, one of the things I was thinking about that would be helpful is because we have a lot of like written stuff, right? In languages. And the reality of a lot of us Indigenous youth and students is that, we're not out in the territory. And like, it would be hard to go all the way up to Matamakush, just it's a journey and a half just to get up there, right? And of course, you could probably go somewhere closer, but it's just the reality of the times that we're trying to survive in. It doesn't always, lead out to that way. And for myself, I'm pretty lucky that, home is like 4 hours north of here. But I think the best way to go about things is to use technology to our advantage. And when it comes to the language, I think that having written resources and stuff are really good, but I think what we have to start doing now is we have to have the language speakers, like we have to have the audio clips with words and stuff, and even like whether it's root words and then the developments and whatnot, and then having explanations in whatever the colonial languages that the nations speak and communicate in contemporary times today, you know what I mean? But because I think that could really, really help the learning process. It varies from nation to nation, like some nations are a little bit more ahead on the game on certain things. And of course, there's also, when it comes to documenting and creating these sort of these resources, there are times of confliction within a nation because of dialectal difference, pronunciation, and some nations having more been influenced by English or French because of their proximity to settler villages, and then how some communities aren't as influenced by French or English by being far away from communities. And that's not to take away from communities that are close to village, like, settler villages and stuff, but I think that there is something that should be taken into account and to learn from the communities that are further, a little bit more isolated, because there is knowledge there that I don't want to say is not as tampered with. You know what I mean? There is knowledge there that needs to be taken into consideration and respected, and to kind of
guide things, right? Because, well, the further we have colonial influences in the language, where it's already at today, it's going to change the construct and the outlook of the language because of the reality, right? And we see that already today. And I think technology is what we have to do. The kids are picking up on technology, like there's more and more access to hybrid learning, and we have a lot of Indigenous youth that are becoming educated in short filmmaking and other types of things. And if we combined our knowledge and we work together, we have to work together. Like what it comes down to is we all have to end up working together to really make things happen, right? Je pense que ça parle aussi au niveau de, tu sais, on a tendance parfois à mettre la culture comme quelque chose de stagnant, là, que dans the time and space, mais c'est quelque chose qui est toujours évolutif, qui est toujours qui change, qui évolue, qui se modifie, qui s'adapte en fait. Puis c'est un peu ça aussi la résistance autochtone, c'est cette capacité de s'adapter, parfois à notre détriment, mais de s'adapter tout de même aux réalités qui nous sont imposées. Je sais pas si Carole, tu veux rajouter par rapport à tout ça? Ouais, je trouve ça super intéressant par rapport aux technologies. Je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup, tu sais, de les rejoindre, genre des communautés qui n'ont pas Internet à haute vitesse, c'est un peu plate. Hein. Puis je me dis, pour rester, qu'est-ce qui me donnerait le goût, mettons, de rester dans une communauté, c'est de me dire, il y a accès à de la formation qui viendrait, soit en ligne, soit des formations qui se déplacent, qui viennent directement te voir, puis mettre en lien avec la culture que tu as aussi. Je pense que c'est... j'arrête pas de penser au documentaire que j'ai regardé il y a quelques semaines et qui s'appelait Schooling the World, qui en fond montre un peu partout dans le monde que les communautés éloignées, que ce soit par exemple en Inde, que ce soit en Chine, vont faire une exode vers les grands centres pour aller se former, pour aller à l'université, pour se retrouver à pas trouver de job parce que t'avais pas le bon diplôme. Ou il y a comme une espèce de malheur de fait de quitter sa communauté. Puis quand il interrogeait les gens qui étaient en ville, pourquoi vous êtes partis, c'est parce que c'est ça qu'on nous apprend, c'est que pour être heureux, faut que tu ailles en ville, faut que tu ailles gagner des sous, faut que tu ailles avoir un bon diplôme, puis prendre soin de ta famille par rapport à ça. Mais en fait, les jeunes, ils restent en ville, puis ils retournent jamais dans leur communauté. Ils sont comme en prison dans la formation qu'ils ont reçue, parce que s'ils retournent chez eux, ils ont perdu tous les sens par rapport à leur langue, par rapport à leur culture, par rapport à qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur village avec leurs mains, tu sais, ils ont plus de lien avec leur famille puis avec leur communauté, puis ils ont appris des connaissances, mettons, pour être software engineer, chose qui servira jamais dans leur communauté, fait qu'ils ont comme toute une brisure entre le rêve qu'ils avaient de partir puis de revenir pour servir à rien, en fait. Ça m'a un peu déprimée quand j'ai fini de voir ça. Je suis ah, shit, hein, il y a ça partout dans le monde. Puis comment on peut pallier ça? Je pense que c'est de rendre un peu de casser l'idée du capitalisme. Il faut que tu aies une grosse éducation pour avoir une grosse job. Puis de un peu revenir à la base, de dire qu'est-ce qui donnerait envie aux jeunes de rester par chez eux, puis de s'impliquer autrement, puis d'être valued là-dedans. Tu sais. Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont? OK, oui, qu'il y a Internet qui donne envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, puis mais il y a tellement une valorisation faite aux villes, puis est-ce que j'ai de la misère à... Non, mais cette idée-là du succès qui se mesure par ton diplôme, qui se mesure par la maison que t'as ou c'est ça, tu peux vraiment avoir zéro succès d'être en communauté, genre, oublie ça, t'es pas dans la machine qui tourne du capitalisme qui a besoin que tu sois impliqué dedans. Si t'es pas dedans, t'es comme... Donc, t'existes pas. C'est pas juste parler de la langue, tout ça, mais c'est aussi de comment est-ce qu'on valorise le succès des jeunes aussi. Est-ce que c'est nécessairement, ils doivent... le succès doit se mesurer de façon, comme tu dis, comme le système capitaliste, là, de big job, big money et tout ça, alors qu'on doit ramener à la base, c'est quoi nos valeurs, en fait? C'est de quelle façon est-ce qu'on... c'est quoi nos valeurs, mais de quelle façon aussi on les met en application aussi dans la communauté. S'il y a des gens qui disent qu'ils ne sentent pas faire partie de leur communauté, qui ne se sentent pas écoutés, qui ne se sentent pas avoir la place, comment est-ce qu'on s'assure en fait que c'est pas le cas, puis que ces jeunes-là, ils ont l'espace, puis ils sont valorisés comme les experts qui sont de leur propre réalité, leur propre vécu.
Je pense que c'est vraiment intéressant de se pencher sur cette notion-là de pourquoi est-ce qu'il y a justement une exode vers les villes, une séparation qui se fait. Parfois, c'est une séparation qui est imposée, parfois c'est une séparation qui est encouragée. Je sais pas si Alicia, tu voulais rajouter quelque chose. I don't know. But I think especially it's like interesting as well though, like in all the, even just the suggestions you guys are bringing. And I think it's just like, throughout all of it, it's just having also being more present, and maybe even bringing out like, using several methods where you're saying, like technology, like, let's, create apps, let's have it, even in podcasts, I think would be like so amazing. But also, you were mentioning in terms of like, maybe for those communities that don't have high-speed internet, but using different methods. Like I've seen it like in Ganawage, there was like 3 new books that had just come out. They're children's books. I think that's also where we should be starting, at a young age. And it's just like creating books that have, that is all in, language of, your community, your nation, and just starting there and being able to kind of see it, but it's also different methods. And I think that like in all this, like it's so important for it to just be out there more and, in whatever method and that works for people. What role do you guys see language playing in healing? It's probably a pretty important role. I think there's a lot of people that feel very disconnected because of that. Because culture is one thing, right? Culture. I say culture is one thing. Culture is many things. Culture is a wide variety of things. And when we talk about doing what you can, right? Like I'm practicing things like that are varied in different like disciplines within the culture, but not everyone was a canoe maker, not everyone was a trapper, not everyone was a hunter, not everyone was a farmer and stuff. And so when we think about the culture and everything as a whole, it could be a little stressful because we see how much is being forgotten or lost. Elders are passing away, and the more elders that pass away, that's like a whole library of knowledge, kind of like the equivalent of a whole library of knowledge, that you know what I mean. And each elder that passes carries their family stories that were passed down, that are pieces to the puzzle. And I think that if we take a step back and we look at things from like a bigger picture, we have to see ourselves like that too, as a piece in a puzzle, and that like we can't do everything. We're doing what we can to survive our day-to-day lives, and we're trying to just get by as human beings. And it's not to say that being Indigenous is a burden or anything like that, but like there are some people see them as rights, and some people will see them as privileges. But to us, it's our duty. It's our duties. You know what I mean? To carry on that flame, right? And when we find what it is that we're good at, within our culture, within our identity, if it works, if that works for you, like just keep working at it, keep doing it, and that's one piece to the puzzle, and that's what matters. And I think that we can't overwhelm ourselves or overwork ourselves and make our baskets heavier than it should be to carry, because you find what it is that you want to carry, that you want to work with, and you work at it, you keep at it, and I think that's the best way to go about things. Because if we see everything and we see we're affected by the whole picture and stuff, but if we take what it is that we're able to work with, we could be that piece to a puzzle of a bigger picture. La guérison puis la langue, je pense que c'est de trouver un sens dans les mots. Par exemple, des mots inous, où ce que un aîné ou quelqu'un qui te parle peut vraiment te dire de où ça vient, puis c'est quoi le lien avec, mettons, le territoire, ou le lien de ce mot-là de manière spirituelle. Ou je pense que c'est de savoir l'histoire derrière les mots qui, moi, me touchait beaucoup quand j'apprenais avec l'inou, avec Myriam, ou avec Yvette. C'était d'entendre les histoires, ce mot-là. Ah, pourquoi est-ce que fraise
et animé, framboise inanimée, là, je me souviens plus de l'ordre. Puis là, t'expliquais l'histoire qu'il y avait derrière. Je suis comme, ah, c'est ça comme le lien avec la culture qui me manque, tu sais, c'est de pouvoir mettre la langue directement en lien avec l'objet ou avec le territoire. Puis c'est quelque chose qui a probablement été perdu avec tout ce qui a été pensionnat, puis de tu parles plus ta langue. Je pense que le sens de ton environnement est directement relié à la langue, puis c'est un peu perdu, tu sais, c'est de déconnecter, puis faire deux univers avec, puis de se faire expliquer le sens derrière les mots. C'est de un peu refaire des petits sages entre ton environnement, ta langue, puis ta famille, tu sais, c'est de faire ah, j'avais pas connu cette histoire-là, pourquoi ça n'a pas été dit avant, pourquoi c'était perdu, tu sais, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on dit avant juste de se dire, mettons, je vais apprendre à dire je t'aime en Innu, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire autour de ça, tu sais, ce mot-là, la racine, c'est quoi, là? C'est ce qui, pour moi, me fait du bien, c'est de comprendre d'où la langue vient, en fait. And like I think that like that's such an interesting point that you bring up, that like like especially healing in language could be seen at so many levels of just like you're saying, understanding, using it, or making those connections even within your own community, your nation, and in things you do. And I think especially I think so much of just like sometimes even just the small fact of using a word, I feel like is also just so healing, saying it out loud, and sometimes you can feel so much like the connection with everything, with your, your ancestors, your community, your family, and just also the people who are also there by your side, using the language as well. It's healing on so many different levels. And I think it's just so important. Merci tout le monde. Donc, juste rappeler en fait que les propos en fait, qui ont été amenés aujourd'hui, c'est vraiment, on voulait mettre en valeur les perspectives des jeunes qu'on a rencontrés, et puis avec l'aide d'Emilio et Carole, de les comprendre, de les analyser en son propre expérience. Donc, merci beaucoup. Je vais laisser l'espace maintenant à Anna pour conclure votre tout. Ben voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu l'as déjà fait. Super. Merci, Véro. If you have an idea for a podcast, please let us know. You can contact us by email at info.4@concordia.ca or find us on social media at CU Fourth Space. We'd love to hear from you. The Fourth Space podcast is hosted by me, Douglas Moffat, and produced with Anna Voklebec. Editing by Chanel Lees Marshall and Maximus Delmar. Social media and web support by Kari Valmstead. And our theme music, courtesy of Supercarment. Thanks for listening.